Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, le gouvernement burundais et le PAM sont accusés d'avoir violé la procédure en ce qui est de la passation des marchés, un marché qui porte sur plusieurs dizaines de tonnes de produits vivriers que le Programme mondial alimentaire veut racheter au gouvernement burundais. Début ce mardi des États généraux de l'éducation, les activités se déroulent à Bujumbura, la capitale économique, et parmi les points à l'ordre du jour figure la question de la prébourse octroyée aux étudiants de l'Université du Burundi. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des habitants de la province de Bururi qui craignent de voir leur cimetière détruit suite à l'abattage des eucalyptus qui le protégeaient. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Le gouvernement burundais et le Programme mondial alimentaire PAM en sigle seraient en train de négocier un marché de produits vivriers sur un montant de presque 10 milliards de francs burundais en violation des procédures en vigueur. Le marché porte sur plusieurs dizaines de tonnes de produits vivriers et cela malgré l'alerte de l'organisme onusien OCHA sur les chiffres alarmants des populations en besoin d'urgence humanitaire. Le point avec Bob Rugulik. En date du 5 mai 2018, feu président Pierre Nkurunziza a signé un décret portant création de l'Agence nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire. Une de ses missions, en 8 points, était d'assurer l'approvisionnement du marché en vivres sans révéler le caractère commercial de l'agence. Après une année et 2 mois, les directeurs de l'agence sont nommés par l'actuel président Evariste Ndayishimiye. Il y a quelques mois, l'ANAGESA a fixé les prix d'achat et de vente entre les producteurs, acheteurs et vendeurs, brisant ainsi le principe de la loi du plus offrant. Le jeu était joué. L'ANAGESA allait devenir l'acheteur principal pour revendre à qui elle veut. Selon des sources au ministère de l'Agriculture, pour la seule collecte de ce mois de juin, l'agence ANAGESA a réuni plusieurs dizaines de milliers de tonnes de produits vivriers en provenance des populations agricoles de tout le pays et veut les vendre à tout prix au Programme mondial alimentaire PAM. Nos sources tirent sur la sonnette d'alarme. Non seulement le gouvernement cherche à s'enrichir sur le dos des producteurs et autres coopératives présentes sur terrain, mais les procédures sur les marchés publics sont violées. Le ministère de l'Agriculture et le PAM seraient en train de contourner l'appel d'offres nationale qui devrait consacrer la loi du moins-disant, l'émission d'un chèque de garantie et la vérification de la qualité des produits par une société spécialisée. Nos sources au ministère de l'Agriculture insistent sur des éléments qui constituent pour eux des facteurs d'aggravation de la famine et de la misère au sein des populations. Les producteurs sont contraints par le gouvernement de vendre à l'ANAGESA et les coopératives risquent de faire faillite successivement. Ce marché qui porterait sur une dizaine de milliards de francs burundais concerne plusieurs dizaines de milliers de tonnes de produits vivriers collectés au sein des populations. C'est au moment où, en début de ce mois de juin 2022, l'organisme onusien OCHA en charge des affaires humanitaires a alerté sur des millions de personnes en quête d'une aide d'urgence au Burundi. Le ministre de l'Agriculture, Deogi Derurema, n'a pas voulu répondre à nos questions, tout comme le représentant adjoint du Programme mondial alimentaire, Claude Kakule, qui n'a pas réagi à nos questions, pourtant consulté sur son téléphone portable. Bob Ruguika, à ce propos, un spécialiste en sociologie, explique que cette politique du gouvernement burundais de faire le commerce sur le dos des producteurs ne va que renforcer la misère et la famine au sein des populations. Suivez-le, nous avons modifié sa voix pour des raisons de sa sécurité. Cette situation s'explique par le fait que le CNDD-FDD a initié la popularisation dans le cadre de cette stratégie pour se maintenir au pouvoir. En effet, ce régime a développé un phénomène d'appauvrissement continuel et progressif, ayant aggravé la famine et la pauvreté liée à la réduction accablante des activités économiques et partant la précarité des conditions de vie des Burundais. D'une part, ce phénomène affecte principalement la population burundaise qui croupit dans la misère depuis belle lurette, et d'autre part, il entraîne évidemment un abaissement considérable de la part
absolue du revenu national, accompagnée d'une baisse importante du niveau de vie, est caractérisée par une instabilité économique et un endettement permanent sans précédent. Un cœur flétri par la pauvreté n'a d'autre sentiment que celui de la misère, disait Antoine Léonard Thomas. C'est ainsi qu'à travers ce phénomène, le CNDD-FDD veut à tout prix entraîner et maintenir les Burundais dans le gouffre afin de les soumettre à une vie misérable de gueuserie. En définitive, cette stratégie machiavélique compromettant gravement la dignité humaine et le statut moral vise à museler et toute voix qui s'est révélée pour condamner l'oppression et les crimes graves par le pouvoir CNDD-FDD. En page justice, l'on parle de la réapparition publique après 2 semaines de vie en cachette du présumé violeur d'une jeune fillette de la commune Lugombo en province Chibitoke. Révoltés, les parents se plaignent de l'inaction de la justice, surtout que ce dernier est un récidiviste en la matière. Inès Gakiza nous fait le point. Les parents de la commune Lugombo en province Chibitoke s'indignent de l'impunité des actes d'abus sexuels sur une mineure de 14 ans dont est accusé le nommé Dieudonné Mwafrika, employé à l'hôpital de la dite province. Ses voisins de la victime indiquent que l'homme en question est réapparu ce vendredi, cela coulant douce après une semaine en cavale. La justice avait émis un mandat d'arrêt. Mwafrika est revenu ce vendredi à son domicile. Maintenant, il circule en toute tranquillité. C'est comme si l'affaire est déjà close. Les parents de cette localité affirment que Dieudonné Mwafrika aurait acheté sa liberté en versant des pots de vin à la famille de la victime et aux autorités locales. Il a approché la mère de l'enfant et lui a donné de l'argent. La mère a préféré prendre l'argent. Il en a également donné aux autorités. Il a payé beaucoup d'argent et comme vous le savez, l'argent dicte la règle ici. Et les autorités n'ont pas hésité à prendre la monnaie. Pour le moment, les parents de la commune Lugombo s'inquiètent de l'inaction de la justice face à ce crime d'abus sexuel sur mineurs, une inertie qui s'apparente selon eux à ramener le loup dans une bergerie. Ils demandent donc au chef de l'État de surveiller la mise en application de la loi et que l'auteur de ce crime soit puni. Inès Gakiza de la justice, passons à la page droits de l'homme, où il est regrettable que des gens se cachent derrière le parti au pouvoir pour continuer à commettre sans aucune inquiétude différentes bavures et exactions contre la population. Déclaration d'Augustin Nimobona, chargé de la communication au sein de la CAT Burundi. Cette intervention vient après qu'un Imbonirakuli du nom de Manouangali de la province Ngozi ait été accusé de récidivisme dans des actes de persécution à l'endroit de la population. Pour cet activiste, cela est le résultat de l'impunité de la part des administratifs en complicité avec la justice. Augustin Nimobona. Nous avons entendu des informations selon lesquelles un Imbonerakure du nom de Manouangali, résidant sur la colline Ikinyana de la commune province Ngozi, torture des gens, inflige des amendes à la population, tue et même fait disparaître des gens au vu et au su des autorités communales et provinciales. Et la CAT Burundi condamne ce comportement des autorités administratives et policières. La CAT Burundi pense aussi que cette situation est due à l'impunité et qui gangrène l'appareil judiciaire burundais où les membres du parti CNDD-FDD se considèrent comme intouchables et commettent des exactions sans rien craindre. La CAT Burundi demande aux autorités judiciaires et policières de prendre en main cette question de cette Imbonerakure qui torture, qui règne le désordre sur cette colline, de l'arrêter et de le traduire en justice. Les États généraux de l'éducation ont démarré aujourd'hui à Bujumbura. Le manque de matériel et l'insuffisance du pré-bourse font partie des problèmes évoqués par les participants. Émile Nibasumba. Certains problèmes observés dans le secteur de l'éducation lors des États généraux de 2014 sont toujours là, environ 8 ans plus tard. Le manque de moyens financiers, le sureffectif des élèves dans les classes, la formation non adaptée au marché du travail, le pré-bourse insuffisant pour les étudiants, la plupart des défis ont été évoqués ce mardi au démarrage des États généraux de l'éducation. Le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique, François Habyarimana, a précisé que cette rencontre permettra de dégager des propositions de solutions
axé sur des principales thématiques. Le vice-président Prosper Bazombanza, qui a représenté le président de la République dans ces assises, a dit que le problème de manque de bancs pupitres sera résolu si la population et les natifs qui contribuent à la construction des écoles contribuent également à l'achat des bancs pupitres pour chaque classe construite. Sur la question de sureffectifs dans les classes, le secrétaire permanent au ministère de l'Éducation, Frédéric Wangirinama, a proposé la réduction du taux de natalité au sein de la population burundaise. Au cours de cette rencontre, certains participants ont également proposé l'augmentation des frais de pré-bourse pour les étudiants. Ceux qui sont à l'extérieur du pays ont également eu l'occasion de donner leur contribution au cours de cette première journée des États généraux, diffusée en direct sur Zoom. Les bailleurs de fonds du secteur de l'éducation, comme l'UNICEF, étaient également représentés dans ces échanges qui se poursuivront jusqu'à jeudi. Émile Nibasumba, en page société, les plus de 2500 familles propriétaires de parcelles situées sur la colline Gasenyi Nyakabondo, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, plus précisément à proximité du palais présidentiel Nhari House, disent enregistrer d'énormes pertes. En effet, depuis 6 ans, le gouvernement leur a interdit toute activité dans leurs parcelles. Les détails avec Eloise Divin Remisha. C'est depuis l'année 2016 que plus de 2900 familles propriétaires de 160 hectares sur la colline Gasenyi Nyakabondo, se trouvant aux environs du palais présidentiel Nhari House, ont été interdits par le gouvernement d'exercer aucune activité dans leurs parcelles, une mesure qui a occasionné de grandes pertes pour la plupart de ces propriétaires qui vivaient de métiers exercés dans leurs parcelles, comme l'un d'entre eux le raconte. Les habitants d'ici vivaient surtout de l'extraction des pierres de construction dans la rivière qui sépare les 160 hectares et le palais présidentiel Nhari House. Ces citoyens qui vivaient de ces métiers ont eu des difficultés pour survivre car ils pouvaient extraire des pierres, du sable et du gravier. Il y a aussi d'autres personnes qui faisaient l'extraction du bouillon d'une bonne qualité. Tous ont été interdits d'exercer ces métiers. En plus de cela, ces propriétaires de parcelles déplorent que le gouvernement leur ait confisqué le droit de finir les chantiers qui étaient en cours de construction, ainsi que le droit de pouvoir vendre leurs parcelles. Ceux qui construisaient leurs maisons ont été aussi interdits de terminer les chantiers. Ils ont envoyé des policiers pour les en empêcher. Également, ceux qui possédaient plusieurs parcelles ne pouvaient en aucun cas les vendre ou acheter d'autres, car cela a été aussi interdit. Étant donné que 160 hectares ont été saisis par le gouvernement pour cause d'utilité publique, mais que depuis 6 ans, leurs propriétaires n'ont pas reçu leurs indemnités d'expropriation, ces derniers se demandent à qui sera imputée les énormes pertes qu'ils ont enregistrées. Il y a certaines personnes qui possédaient des maisons qui ont fini par s'écrouler et d'autres personnes ont contracté des crédits en banque dont l'argent n'a servi à rien car on leur a interdit de construire dans leurs parcelles. Alors, on se demande qui répondra de toutes ces pertes. Qui sera responsable de toutes ces maisons qui se sont écroulées avant qu'ils viennent déterminer leur valeur? Qui va dédommager les propriétaires de toutes ces pertes enregistrées? Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur les doutes de ces citoyens concernant le sort de leurs parcelles. Merci à toi, Éloge Divin Remisha. En environnement, les habitants de la colline Ngarusi, commune Rutovu de la province de Bururi, s'indignent du comportement de certaines personnes qui abattent les eucalyptus de cette colline alors qu'ils servent à protéger le cimetière de la place. Ces habitants indiquent que si rien n'est fait pour stopper ces gens, tout le cimetière risque d'être emporté par le ruissellement. Les détails avec Elvis Niomongeli. Moseninda Vaserono de la personne qui est en train d'occuper les arbres du bâtiment se trouve sur la colline Marus, dans la zone Moueza. L'abattage a commencé il y a plus d'une semaine. Les arbres, Moseninda fabrique des planches et met aussi ici du charbon. Selon les informations en provenance de cette colline, le boisement avait pour but de protéger cette colline contre l'érosion du sol. Et aujourd'hui, la population tire la sonnette d'alarme. Le cimetière est en danger. Pour nous, les natifs de cette colline, si rien n'est fait, surtout que ces arbres avaient été plantés par la population pour lutter contre l'érosion, le cimetière sera détruit dans les jours à venir et les corps des personnes enterrées dans ce cimetière seront
déterrés. Les habitants de cette colline indiquent que Monsnindava aurait eu la permission d'occuper ces arbres auprès de l'administration de base. Une permission qui, selon la population, aurait été obtenue moyennant de pont d'envers. Pour nous, c'est la corruption qui gangrène les autorités à la base. Aucune mesure n'a été prise pour arrêter cette personne qui est en train d'occuper ces arbres. Nous interpellons les autorités communales, provinciales, jusqu'au ministre de l'Intérieur de faire en sorte que personne ne continue plus à couper ces arbres dans le boisement domanial. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les autorités administratives au niveau communal et provincial pour plus amples éclaircissements. Merci à toi Elvis Niomungeli. Après la pause, nous abordons la page santé de ce journal. RPA. Les citoyens qui fréquentent le centre hospitalo-universitaire de Kamenge accusent le chef du service de petite chirurgie de ne pas accomplir convenablement sa tâche, notamment en matière de suivi des patients. Ces citoyens indiquent que certains malades peuvent passer 2 jours sans que leur pansement soit remplacé et demandent que le responsable de ce service soit redressé. Le point avec Emmanuel Nyongeku. Nombreux parmi ces malades arrêtés à l'hôpital Wahared qui dénoncent le mauvais service qui leur est rendu sont des personnes démunies assistées par le ministère de la Solidarité nationale. Ils accusent le chef de service de chirurgie hospitalisation à la personne de Virginie Cindy Hebura de ne pas accomplir convenablement sa tâche, notamment en matière de suivi des patients. Ces habitants indiquent que certains malades peuvent passer 2 jours sans que le pansement couvrant leurs plaies ne soit remplacé. Un des gardes malades dans cet hôpital témoigne. C'est le chef de service de chirurgie. On dirait que ce qu'elle est en train de faire est contraire à la déontologie médicale. Elle rend un mauvais service aux malades hospitalisés. Ce sont des personnes démunies auxquelles le ministère de la Solidarité a donné des attestations pour bénéficier des soins gratuitement et d'autres possèdent de bons de commande. Il n'y a pas de suivi pour ces malades et vous savez qu'une plaie ne peut pas dépasser 2 jours sans être traitée parce qu'elle commence à dégager une odeur désagréable. Il y a des gens qui sont dans une mauvaise situation alors qu'ils devraient être suivis. Ceux qui fréquentent cette institution sanitaire se demandent pourquoi ces responsables se comportent d'une telle manière et demandent qu'elle soit redressée. Si on essaie de s'enquérir de la situation et te répond qu'elle n'en a pas le temps, on se demande si réellement elle a été recrutée pour soigner des gens ou pas. Qu'est-ce qui la pousse à agir ainsi? Et te montre qu'elle est membre influent dans le parti et qu'on ne peut porter plainte nulle part car ayant des affinités avec de hautes personnalités. Les grognes sont nombreuses chez les malades hospitalisés et c'est honteux. Nous demandons alors aux autorités habilitées de la redresser et au cas contraire de la remplacer. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté le chef de service de chirurgie hospitalisation à l'hôpital Wahared, Virginie Cindy Hebura, qui est pointée du doigt, mais elle s'est réservée de tout commentaire. Emmanuel Niyungeku, les travailleurs de l'hôpital de Mukengi situé dans la commune de Gambarangwe de la province Kirundo continuent leur dénonciation quant aux malversations des biens de l'hôpital dont la direction serait responsable. Ils indiquent que leur directeur a désigné un comité de suivi pour la reconstruction de la clôture de cet hôpital sans passation d'un marché alors que normalement l'attribution d'un tel marché dépassant 2 millions de francs burundais relève des compétences du ministère de tutelle. Plus de détails avec Eric Nyonzima. La clôture de l'hôpital Mukengi détruite et qu'on compte réhabiliter était construite par la société Enabel de Belge. Cette clôture a été détruite par les pluies tombées à la mi-avril en 2021. Actuellement, selon les travailleurs de cet hôpital, cette clôture de 15 mètres de longueur et 2 mètres de hauteur sera reconstruite à un montant estimé de 18 millions, comme en témoigne notre source. Il s'agit d'une clôture détruite entre le mois d'avril et mai 2021 lors des pluies torrentielles. On n'a pas après entendu que le secrétaire a distribué des lettres aux membres du comité chargé du suivi de la reconstruction de cette clôture. Ils sont au nombre de 5. Le montant de cette activité est de 18 millions.
Si on estime la partie détruite est de 15 mètres de longueur et 2 mètres de hauteur, c'est incompréhensible que tout cet argent soit utilisé pour cette partie. Aussi, ce comité est composé par les proches du directeur. Le personnel de cet hôpital indique qu'il n'y a pas eu de lancement de marché pour cette activité. Il estime plutôt que c'est une autre forme de malversation à cet hôpital. Il n'y a pas eu de marché, c'est une malversation. Il a d'abord pris sans suite le moteur et maintenant il veut dépenser comme il veut l'argent qui émane de la sueur de notre écran. On n'a pas vu ceux qui ont soumissionné sur ce marché. Nous demandons qu'on arrête ces malversations, qu'il adresse une correspondance au ministre et qu'il y ait des gens qui viennent pour soumissionner. Ce n'est pas le responsable d'un hôpital qui doit piloter toutes les activités réalisées au sein de l'hôpital. Le personnel demande au ministre de la Santé et de lutter contre le sida de trouver solution aux nombreux problèmes observés dans cette structure sanitaire. La rédaction de la RPA a encore une fois essayé de joindre Joseph Miburo, le directeur de l'hôpital Mukenye, mais sans succès. Santé toujours, une grande partie des vaccins contre la Covid-19 au Burundi risque d'être périmés et jetés vu que la population ne répond jusqu'ici pas massivement au programme de vaccination. En effet, sur plus de 800 000 doses déjà réceptionnées, moins de 3% ont été utilisées. Le point avec Dani Claire, il a trompe. L'effectif des personnes qui avaient déjà reçu le vaccin de la Covid-19 au Burundi jusqu'au lundi 13 juin était de 14 929 personnes, soit 0,11% de la population burundaise. Selon le rapport du ministère de la Santé et de lutte contre le sida, à la même date, sur 802 400 doses de vaccins fournies au Burundi depuis fin 2021, seuls 16 783, soit 2,09% de toutes les doses, avaient jusque-là été utilisées. L'une des conséquences de cet état de choses est qu'une très grande quantité de ces doses risque d'être périmée et donc jetée. Dans sa déclaration du 17 mai 2021, l'Organisation mondiale de la santé OMS Région Afrique avait fait savoir que peu importe les meilleures conditions de conservation de ces vaccins, la date de péremption ne peut pas aller au-delà de 6 mois pour certains et 2 ans pour les autres. Ainsi, l'OMS demande à tous les pays ayant reçu ces doses de vaccins de bien vérifier leur date de péremption pour ne pas mettre en danger la population. Le souhait de l'OMS était que tous les pays du monde aient vacciné au moins 60% de sa population jusqu'au mois de mai 2022. Le Burundi a été parmi les mauvais élèves. Il est le dernier au niveau de la communauté africaine à avoir connu un très faible taux de personnes vaccinées. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur le reportage de notre confrère Eric Nyonzima que nous mettons fin au journal en français de ce mardi 14 juin 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Moudaneza. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.